Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, la réforme des retraites est à peine promulguée que l'Institut Rexecode nous sort cette étude, c'était hier, qui montre qu'elle aura, cette réforme des retraites, un impact limité sur les finances publiques. Et qu'en prenant un scénario économique moins favorable, plus réaliste diront certains, taux de chômage à 7% en 2030, croissance de la productivité d'1%, 1% par an, on aura encore 7 milliards d'euros de déficit en 2030, voire plus, avec des hypothèses de croissance qui sont moins optimistes. Tout ça pour ça. Oui, alors la grande incertitude, en fait, ce n'est pas le taux de chômage, c'est la croissance de la productivité. Parce qu'on s'est basé sur le scénario le plus pessimiste du Conseil d'orientation des retraites, pour la plupart des économistes, et qui prévoit une croissance moyenne de la productivité de 0,7% par an entre 2021 et 2030. Or, aujourd'hui, on est en niveau de productivité inférieur au niveau de productivité de 2019. Elle a baissé de 3% la productivité. Et si la productivité stagnait jusqu'en 2030, on aurait donc moins 3 sur la productivité. Au lieu de plus 7, ça fait 10 points de PIB de moins. Ça fait 5 points de recettes fiscales totales de moins. Et ça fait plus d'1 point de PIB de supplément de déficit des retraites. Et donc il y a une incertitude absolument majeure. On peut aussi estimer que la productivité va se redresser parce qu'on se réindustrialise, on a des programmes publics pour la transition énergétique, pour l'industrie, pour la technologie, qui sont des programmes européens, des programmes français, il y a France 2030, etc. C'est difficile d'estimer la productivité on n'en sait rien. Honnêtement, il faut rappeler la productivité, ce que c'est pour le commun. Alors la productivité, c'est la croissance de la productivité, c'est la croissance de la production par salarié. C'est une capacité à produire plus par salarié. Voilà. Et donc cette productivité a décliné dans tous les pays, depuis les années 70, on avait 4% par an de productivité, gain de productivité dans les années 70. On est à 0,7, 0,8 dans les années 2010. Il y a des technos partout, il y a des technologies partout aujourd'hui. Oui, et alors on devrait pouvoir produire plus. Oui, mais alors on voit que le poids de l'industrie a beaucoup baissé, donc l'industrie est plus productive que les services. On voit que la recherche-développement est devenue beaucoup moins efficace. Il faut beaucoup plus de budget de recherche-développement pour faire une découverte, par exemple dans le médicament ou dans l'énergie. Et donc, il y a. Et puis dans le cycle récent, on a créé beaucoup d'emplois très peu qualifiés. Quand vous avez un taux de chômage qui descend beaucoup, ça profite surtout aux personnes peu qualifiées. Et donc, ces personnes ont un niveau de productivité personnelle plus bas que le salarié moyen. Donc, on comprend que la productivité soit très faible aujourd'hui, les gains de productivité soient très faibles. Bien malin qui peut prévoir ce que sera la productivité dans 10 ans. Donc, ça ne sert à rien de s'angoisser, parce que moi, quand j'ai lu cette étude, enfin les résultats de cette étude Rexecode, je me suis dit, tiens, en gros, cette réforme des retraites, accouchée dans la douleur, elle ne règle pas définitivement le problème. Et on se dit qu'une nouvelle réforme des retraites, quelque part dans les prochaines années, est inéluctable. Oui, mais cette réforme des retraites, cette nouvelle réforme, de toute façon, que ça soit en 2027, en 2028, en 2029, il faudra une nouvelle réforme des retraites. Et l'expérience des pays étrangers montre que repousser encore une fois l'âge légal de la retraite ne marche plus au moment où on atteint un âge légal de la retraite assez élevé. Par exemple, en Allemagne, il y a un âge légal de la retraite de 67 ans. Oui, mais l'âge effectif de prise de la retraite est un peu au-delà de 64 ans. Donc les Allemands préfèrent prendre une décote sur leur retraite que de travailler jusqu'à 67 ans. C'est hyper intéressant, ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est prévu. Enfin, quand on a mis en place en Allemagne l'âge légal de la retraite à 67 ans... On est à 63. On est à 63,1, 1,2... Enfin, là où les Allemands sont à 64, même si facialement ils ont un âge légal à 67. Oui. Et donc il faudra que cette réforme suivante des retraites, puis qui est inexorable, en 2050, il y aura 1,3 actifs par salarié, on est à 1,7 par retraité, pardon. On est à 1,7 aujourd'hui, et en 2070, il y aura 1 actif par retraité. Donc de toute façon, le vieillissement démographique continuant, devant l'impossibilité de... Comment ça se fait, parce qu'on ne pourra pas, vu que les gens préfèrent
parfois, juste titre, partir à la retraite avec une décote plutôt que d'aller travailler jusqu'à 67, ans. Il faudra soit introduire une dose de capitalisation, par exemple pour les Français les plus fortunés, les Français aux plus hausses rémunérations, soit partager la pauvreté entre les actifs et les retraités. Mais on ne pourra pas, jusqu'à la fin des temps, se reposer sur le report de l'âge légal de la retraite pour rééquilibrer le système de retraite. Bon, à nouveau, les exemples étrangers montrent que c'est impossible au-delà d'un certain âge légal. Et donc comment on équilibre ça alors on équilibre d'abord en faisant des transferts des salariés aux retraités et en baissant les retraites et les salaires. Donc on partage la pauvreté, quoi, je veux dire. Donc c'est terrifiant comme... oui, mais je veux dire, quand on va vers un salarié par retraité... Et de toute façon, et que vous ne pouvez plus augmenter l'âge légal de la retraite, il y a une impossibilité à équilibrer le système sans faire d'économies. Donc des économies, c'est une réduction du pouvoir d'achat. Alors effectivement, la productivité, la faiblesse ou même l'absence totale de gains de productivité joue un rôle absolument dramatique là-dessus. Parce que si on avait 2 ou 3% de gains de productivité, on équilibrerait sans problème les systèmes de retraite. Et comment on fait alors pour en avoir des gains de productivité? Alors, il faut, c'est des pistes bien connues, oui. Il faut réindustrialiser, il faut faire des investissements dans la robotisation, où la France est très en retard. Il faut faire des investissements dans les nouvelles technologies où la France est très en retard. Il y a, en particulier, les PME, TPE sont très peu investis dans le numérique en France par rapport aux autres pays. Il faut former les salariés. La France est très en retard dans la formation des salariés ou les compétences des salariés. On connaît les remèdes. Hein. Mais ça fait des années, qu'on les connaît, les remèdes. Hein. Oui, mais alors il y a quand même un frétillement. Il y a un frétillement. Une lueur d'espoir, quand même. Oui. Depuis plusieurs années, enfin depuis 2018-2019, on a un redressement de l'emploi manufacturier, ce qui est bon signe. Enfin, on arrête de détruire. Oui, mais on crée un petit peu d'emplois industriels. Donc c'est comme, oui, mais enfin, c'est bien d'arrêter d'en détruire. On a beaucoup d'investissements, on a une remontée extraordinairement forte du taux d'investissement dans les entreprises, en particulier industrielles. On a des investissements étrangers qui entrent en France, qui sont extrêmement importants maintenant. Donc on se dit qu'il y a une piste d'espoir. Peut-être que le chiffre de 1% de productivité est atteignable dans la deuxième moitié de la décennie si on combine de la formation professionnelle, de la robotisation, plus d'investissements de modernisation, etc. Mais à nouveau, il y a une incertitude. Je suis absolument incapable de prévoir le déficit du système de retraite en 2030. Honnêtement, c'est mission impossible. Mais ça sera en déficit. Oui, si la productivité remonte au-dessus de 1%, il n'y aura pas de déficit. Si on reste à 0% de productivité, il y aura 25 milliards de déficit. Donc on n'en sait rien. Ce qu'on sait selon vous, en tout cas, c'est que la croissance dans les prochaines années de l'activité sera faible. En tout cas, c'est ce que vous voyez. Alors, il y a une croissance forte de l'emploi. Enfin, la bonne contrepartie de l'absence de gains de productivité, c'est que l'emploi bat tous les records. Hein. On a un taux d'emploi en France qui est au plus haut historique. Ça profite beaucoup aux salariés peu qualifiés, parce que les salariés qualifiés ont toujours un taux d'emploi assez fort. Hein. Donc on a une vraie baisse du chômage et une vraie hausse du taux d'emploi des salariés peu qualifiés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que corrélativement, on a peu de gains de productivité, puisque l'entrée de salariés peu qualifiés sur le marché du travail déprime. Mais sur le PIB, ceux qui estiment, imaginent qu'on aura dans les prochaines années 1 voire 2% de croissance de l'activité en France, c'est illusoire? 1%, oui, enfin, même si on a 0 de productivité, la France est un pays où il y a une marge de manœuvre d'augmentation du taux d'emploi considérable. Le taux d'emploi, si on prend l'ensemble des classes d'âge, est de 68% en France. Il est de 76% en Allemagne, de 78% en Suède. Si on monte le taux d'emploi, si on rattrapait les Allemands sur 10 ans en termes de taux d'emploi, on aurait 13% d'emplois en plus, on aurait 1,3% d'emplois par an en plus. Même si on a 0 de productivité, on aurait 1,3% de croissance. Hein. Donc on a une possibilité de garder de la croissance malgré la faiblesse des gains de productivité si on sait ramener beaucoup de personnes sur le marché du travail, comme le font les pays nordiques, comme le font le Canada, comme le font beaucoup de pays. Ouais, on a Bruno Le Maire, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas qui nous a dit hier,
vouloir accélérer le désendettement de la France d'ici 2027. Et c'est vrai que les conditions financières ont bien changé en un an. Les taux souverains sur la dette française à 3%, sur 10 ans, on était quasiment à zéro il y a un peu plus d'un an. Il a raison. Aujourd'hui, c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui de l'État, que cette remontée, de gérer l'impact de cette remontée des taux d'intérêt. Alors, je crois qu'il faut réfléchir au risque de crise financière. On ne sait pas d'où peut venir une crise financière. On a quelques pistes. On a ce qu'on a le shadow banking, la finance de l'ombre, où il y a des effets de levier considérables, des problèmes d'ajustement de liquidité très importants. Ça fait pratiquement 50% du financement des entreprises mondialement, le shadow banking. Et les banques font simplement 50%. Le shadow banking est beaucoup moins régulé que les banques. Donc il a pris plus de risques de liquidité, de ce qu'on Quand on voit ce qui s'est passé sur les banques au mois de mars. Oui, mais sur les banques américaines non régulées, mais ça peut faire peur sur le shadow banking. On a quand même des signes de craquement dans l'immobilier résidentiel. Il y a des défauts, il y a quelques défauts sur des promoteurs immobiliers aux États-Unis. Et donc, je crois qu'il ne faut pas... il faut manier les politiques économiques avec de la douceur, et pas brutalement. Il faut se donner le temps de respecter les objectifs d'inflation, de respecter les objectifs de finances publiques. Si la BCE veut absolument arriver à la fin de 2024 à 2% d'inflation, et si l'Europe décide de remettre en place le pacte de stabilité en 2024 et de forcer les pays à baisser beaucoup leur déficit public, on a un vrai risque de crise financière. On ne sait pas vraiment d'où elle devrait sortir, mais tout le monde s'était ajusté, en particulier la finance non bancaire, à une situation de taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, on a des déséquilibres de bilan, on a trop d'endettement, on a trop d'effets de levier. Et donc, je crois qu'il faut gérer ça dans la douceur, c'est-à-dire faire baisser les déficits publics doucement et faire lutter contre l'inflation doucement. Mais pour l'instant, juste Patrick, est-ce que la dette française, elle est soutenable ou pas? Parce que quand on voit, elle se finance facilement. Non, la dette française, alors si on prend la soutenabilité de la dette française, si on prend les taux d'intérêt de maintenant, de 2023, taux d'intérêt de la dette française 3%, inflation française un peu plus de, c'est 5,5%, je crois. On est toujours en taux d'intérêt réel négatif, donc il n'y a aucun problème de soutenabilité de la dette. Le problème, c'est la perspective pour les taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt corrigés de l'inflation à 2-3 ans. On peut craindre que les taux d'intérêt réels remontent, parce qu'on a des besoins de financement considérables, on n'a plus d'achat de la Banque Centrale Européenne sur les marchés obligataires, et puis il y a des déficits publics très, très importants, et des refinancements de déficits publics très importants. Si fin 2024, 2025, les taux d'intérêt passaient au-dessus du niveau de la croissance, on aurait un vrai problème. Donc le taux d'intérêt au-dessus du niveau de la croissance. C'est ce qui compte, c'est la comparaison. On y est là aujourd'hui déjà. Non. Taux d'intérêt. Les taux d'intérêt réels. Enfin, il faut faire nominal ou réel. Et donc, aujourd'hui, on est quoi? On est à croissance moins d'1%, ce sera 0,7. Oui, mais les taux d'intérêt réels sont aujourd'hui à moins 3, quoi, je veux dire. Donc, il faut comparer la croissance réelle au taux d'intérêt réel. Donc là, ça mais va. Si les taux d'intérêt réels repassaient au-dessus de la croissance, ce qui est possible dans 1 an et demi, 2 ans, avec les besoins de financement, alors on serait très gravement en difficulté parce qu'on serait contraint à réduire les investissements d'entreprise, réduire les investissements publics. Donc je crois qu'il faut agir doucement, il faut se donner 10 ans pour désendetter doucement les États, pour désendetter doucement les entreprises. Il n'y a pas d'urgence. Et alors l'instrument serait de garder une politique monétaire relativement expansionniste pendant que... Mais le problème, c'est que si vous gardez une politique monétaire expansionniste, le biais de comportement des États, c'est qu'ils continuent à s'endetter. Et donc, il faudrait associer le maintien d'une politique monétaire expansionniste avec une rigueur budgétaire raisonnable, qui donne du temps. Donc, il n'y a rien qui presse pour, encore une fois, réduire nos déficits. On est à 5% de déficit public en France. Oui. Et la question, c'est de combien est-ce qu'il faut améliorer nos comptes publics, je ne sais pas, horizon 3-4 ans. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour baisser nos dépenses publiques? On n'a jamais vraiment réussi. Si vous gardez une politique monétaire relativement expansionniste, vous allez garder une inflation au-dessus largement de 2%. Donc vous allez garder des taux d'intérêt réels. Si l'inflation, par exemple, se stabilise à 3%, vous allez garder des taux d'intérêt réels nuls.
Et donc, la croissance réelle sera supérieure à l'inflation. Et donc, ça vous donne du temps pour vous désendetter. Simplement, ce temps, il faut l'utiliser pour se désendetter, pas l'utiliser comme on a fait depuis le début des années 2000 pour s'endetter davantage, et en particulier les États. Ouais. Un petit mot sur de la Chine. On a eu les chiffres de croissance hier, 4,5% au premier trimestre. Une reprise qui était attendue évidemment après l'abandon de la stratégie zéro Covid. Est-ce que ce chiffre est encourageant? Parce que je disais que pas mal d'experts étaient un peu dubitatifs, sceptiques, circonspects par ces chiffres. Je ne crois pas que les autorités chinoises trichent avec les chiffres. On a une contribution du commerce extérieur considérable parce que les importations de la Chine continuent à baisser. Et les exportations de la Chine sont reparties en croissance forte. Mais il ne faut pas se laisser illusionner à moyen terme. La croissance de long terme de la Chine est extrêmement faible. La population active baisse de plus de 1% par an et les gains de productivité sont à peine de 2% par an. Mécaniquement, il y a 1% de croissance potentielle. Alors peut-être c'est entre à la française, à la française. Oui, la Chine, le vieillissement démographique et le ralentissement de la productivité se voit aussi en Chine. Et se voit très fortement en Chine. Donc aujourd'hui, on a une compensation de l'absence de consommation, et c'est surtout la consommation intérieure des Chinois qui est repartie. Ce n'est pas la consommation importée, c'est les loisirs, les restaurants, le tourisme, les voyages, etc. Mais c'est à l'intérieur de la Chine. Un peu moins les voitures. Oui, enfin les voitures, parce que le gouvernement a supprimé l'aide aux voitures électriques, mais on pense qu'ils vont devoir la relancer. Mais à l'horizon de fin 2024-2025, la croissance de la Chine, de nouveau, sera extrêmement faible pour les raisons standards, démographie vieillissante et faiblesse des gains de productivité. Ils ont seulement 0,7% d'inflation. J'étais surpris, j'ai découvert ce chiffre sur un an. Je me dis, mais si l'inflation est si faible, c'est qu'il y a un problème de demande. Est-ce que ça corrobore vraiment avec le rebond de l'activité là-bas? Alors, j'ai regardé très près les chiffres d'inflation. Les chiffres d'inflation sont incohérents avec d'autres données économiques en Chine. Par exemple, si vous regardez les profits des entreprises qui sont assez élevés, les profits des entreprises ne devraient pas être élevés parce que de toute façon, les salaires augmentent plus vite que les prix. Et donc, on devrait avoir une dépression des profits. On n'a pas de dépression des profits. Donc, il y a un problème d'interprétation des chiffres en Chine. Mais cela étant, oui, il y a une vraie dépression industrielle. Et qui est lié à la baisse de l'investissement des entreprises chinoises. L'investissement des entreprises est extrêmement décevant, l'investissement en immobilier est extrêmement faible, et c'est nouveau, c'est la consommation des ménages qui tire la machine. Bon, j'ai quelques... Autant on est assez confortable avec les données microéconomiques sur la Chine. Quand vous regardez les importations de pétrole, la production d'acier, etc., ces chiffres sont justes. Mais autant les chiffres macroéconomiques de la Chine sont assez bizarres, quoi. Ils sont assez souvent incohérents entre eux, quoi, je veux dire. Parce qu'il y a la patte du politique derrière, peut-être. Oui, je ne sais pas, mais honnêtement, quand vous avez des hausses de salaire de 5 ou 6% par an et que vous avez des hausses de prix de 0,7% par an, ça devrait être extrêmement inflationniste, et ce n'est pas inflationniste. Donc c'est assez bizarre, les chiffres globaux de la Chine. Juste avant de se quitter, on parle du CAC 40, on est à plus de 7000, enfin autour de 7500 points sur l'indice parisien. Pourtant, on sent que ce n'est pas l'euphorie. Et encore une fois, beaucoup d'experts sont assez dubitatifs face à ce niveau de l'indice parisien. C'est 16% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que vous êtes à l'aise ou mal à l'aise avec le CAC 40 à 7500 points? Je suis à l'aise sur l'année 2023, parce que je pense qu'à la fin de l'année, on sera plus haut qu'aujourd'hui. Parce que les profits des entreprises bénéficient de la hausse des marges des entreprises. Même s'il y a un ralentissement économique, on aura probablement entre 0,7 et 0,8% de croissance dans la zone euro et pas plus cette année. Mais les marges des entreprises continuent à augmenter. Donc les résultats des entreprises seront en croissance peut-être de 3 ou 4%, et donc qui se cumulent sur la croissance antérieure. 3-4% de hausse des profits, ça justifie un CAC 40 qui ferait 20% de hausse. Mais les taux d'intérêt réels sont extraordinairement négatifs encore, on le dit. On a des taux d'intérêt à long terme à 3%, et on a une inflation, si on regarde l'inflation hors énergie et alimentation, elle est à 7,5 dans la zone euro. Donc les taux d'intérêt réels négatifs se jouent favorablement. Et puis on a un gros retard dans la valorisation des actions par rapport aux États-Unis.
La valorisation des actions européennes, le PER, je crois, est autour de 14, il est autour de 17 aux États-Unis. Donc non, mon inquiétude, je crois que je l'avais dit déjà dans le studio, c'est le futur. Si on n'arrive pas à enrayer la hausse des taux d'intérêt réels, qui est très probable. Cette hausse des taux d'intérêt réels, elle viendrait des besoins de financement, de la transition énergétique, des gouvernements, etc., qui excéderait les ressources en épargne de l'économie européenne ou de l'économie mondiale. Et si on a une remontée des taux d'intérêt réels, alors c'est extraordinairement négatif à terme pour les actions. Donc je suis inquiet sur la valorisation du marché actions fin 2024-2025, mais sur 2023, je crois que c'est un marché relativement solide. Allez, merci de passer nous voir. Merci pour cet entretien, donc, Patrick Artus, conseiller économique donc, de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David. Salut. Au revoir.